La fondation SCP n'est pas étrangère au mal pur. Qu'il s'agisse d'un reptile qui veut mettre fin à toute vie, d'un vieil homme sadique avec sa propre dimension de torture, ou de la personnification même de la mort qui rôde au-delà d'une caverne de calcaire. Mais s'il existait quelque chose d'encore pire, l'incarnation du chaos et de la cruauté existant à travers de multiples réalités et dimensions. Et si cela venait pour nous ? Voici le roi écarlate, considéré par beaucoup comme le mal ultime derrière une grande partie des problèmes auxquels la Fondation a été confrontée. Et certains vont même jusqu'à spéculer que le combattre était la raison même de la création de la Fondation. Mais qu'est-ce que le roi écarlate exactement ? Il est connu sous de nombreux noms, presque toujours avec une allusion à la couleur rouge, puis une référence à la royauté ou au pouvoir. Arak, Kaharak, le chat rouge, le Khan cramoisi, PTE, 616 Mendez, Ex Machina, le Laharaja et bien sûr SCP-001 pour n'en citer que quelques-uns. Et comme beaucoup des ennemis mystérieux de la Fondation, les histoires sur sa véritable nature et ses origines abondent et sont souvent contradictoires. Selon les dossiers officiels de la proposition de Tufto concernant SCP-001, la symbolique du roi écarlate existe dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, le roi étant souvent représenté de la même manière, comme une immense figure démoniaque rouge, portant souvent une couronne d'or ou une autre coiffe indiquant la royauté. Il apparaît de façon similaire dans les mythologies de différentes cultures, malgré le fait qu'elles aient existé à des époques différentes ou qu'elles n'aient pas eu les moyens de communiquer entre elles. Un certain nombre d'entités connues de la Fondation SCP sont supposées être liées d'une manière ou d'une autre au roi écarlate, y compris SCP-2317, une porte en bois menant au royaume d'un être connu sous le nom de Dévoreur, qui devrait s'échapper et provoquer un événement apocalyptique dans les 30 prochaines années. Mais en réalité, il n'y a aucun moyen de savoir combien de SCP sont directement liés au roi écarlate. Étrangement, le dossier officiel de la Fondation sur le roi écarlate classait autrefois sa classe de confinement comme Keter, mais celle-ci a depuis été rétrogradée à Sûr. Selon le dossier, toute tentative de modifier cette désignation risque d'entraîner des conséquences horribles. Il est largement connu que le roi écarlate exerce encore une influence considérable sur un certain nombre de groupes, d'individus et d'anomalies dans notre univers. Et s'il venait un jour à pénétrer dans notre univers, cela entraînerait probablement des dommages irréversibles à la réalité elle-même. Alors pourquoi est-ce sécurisé ? Et pourquoi le Conseil O5 insiste-t-il autant pour que cela reste ainsi ? Découvrir la vérité derrière ce mystère est précisément la raison de notre présence ici, aujourd'hui. Mais pour comprendre pleinement la véritable nature du roi écarlate, nous devons d'abord nous intéresser à l'homme dont la vie et le destin ont toujours été liés à lui, le docteur Robert Montauk. Si ce nom vous semble étrangement familier, c'est à cause de son association avec l'une des tentatives les plus récentes du roi écarlate d'entrer dans notre réalité, SCP-231. Cette SCP, souvent appelée les épouses du roi écarlate, était composée de 7 femmes. 7 d'ailleurs étant un nombre extrêmement important pour le roi, toutes enlevées par le plus récent d'une longue lignée de cultes dévoués au roi, connue sous le nom d'enfants du roi écarlate. Chacune de ces 7 femmes malheureuses a été fécondée avec des horreurs anormales, telles que le tristement célèbre SCP-682 et des... Chaque fois qu'une de ces horreurs venait au monde, une catastrophe se produisait et la mère mourait. À l'époque, le docteur Montauk était un chercheur éminent qui étudiait cette anomalie. Et comme si catastrophe s'était déjà produite, la pression montait pour trouver un moyen d'empêcher la naissance finale. Mais alors qu'il travaillait sur le problème, le docteur Montauk fut frappé par une tragédie personnelle, la disparition mystérieuse de son frère de 14 ans, Jacob. Dans sa peur et sa colère, Montauk croyait que cela devait avoir un lien avec le roi écarlate et ses disciples. Désireux de se venger, Montauk proposa une idée si horrifiante que les détails n'ont jamais été rendus publics. Une procédure connue sous le nom de 110 Montauk à effectuer sur la dernière épouse à intervalles réguliers. Cependant, ce n'était pas la fin de la relation tumultueuse du docteur Montauk avec le roi écarlate. Ce n'était que le début. Pour vous donner une idée de la dangerosité du roi écarlate, la Fondation SCP de la Coalition occulte mondiale ont décidé de mettre de côté leurs différends et de former un effort commun pour éradiquer les enfants du roi écarlate.
Ils ont réussi dans cette mission et ont même réussi à capturer le chef des enfants, un homme mystérieux nommé Dépêche Spivak. Le docteur Montauk, qui est devenu le chercheur principal sur 231 et 2317, était naturellement le premier choix pour interroger Dépêche au sujet de la véritable nature des enfants et du roi écarlate. Le docteur Montauk ne pourrait jamais être l'intervieweur impartial que la Fondation SCP désirait cependant. Le soupçon que le roi écarlate ou les enfants aient eu quelque chose à voir avec la perte de son jeune frère persistait toujours juste sous la surface. Comme beaucoup de chefs de secte, Dépêche était extrêmement énigmatique dans ses réponses aux questions du docteur Montauk. Il avait déjà entendu parler du docteur à cause de la réputation de la terrifiante procédure Montauk et il fut surpris de le voir si calme et courtois en personne. Quelques faits clés sur le roi et sa secte furent révélés lors des premiers tours de questions. Les enfants avaient autrefois travaillé avec la main du serpent avant d'être excommuniés pour leur allégeance au roi et ils avaient volé des textes sacrés dans la mystérieuse bibliothèque du vagabond pour les aider dans leur rituel d'invocation. Dépêche a également révélé que le roi écarlate est lié par 3 lois. La loi du sang, la loi du béton et la loi du hurlement. Le docteur Montauk, confus et frustré par le secret de Dépêche, devait en apprendre davantage. Il a trouvé de vieux mémoires d'un ancien membre des enfants du roi écarlate, Jack Hurst, qui avait la capacité d'envahir l'esprit des gens du passé et de vivre ce qu'ils avaient vécu. Il a raconté une bataille entre le roi écarlate et ses fidèles et un groupe de guerriers turkmènes voyageurs dans le temps venu de SCP-3 1838. Hurst a vu les 2 côtés de la bataille. Du point de vue des enfants du roi écarlate, leur seigneur régnait sur eux depuis une immense forteresse incrustée dans un volcan. Du point de vue des Turkmènes, les enfants étaient des paysans affamés et battus, commandés par la voix du roi et le hurlement rugissant du vent. Montauk a également trouvé de nombreux documents sur des rituels d'invocation réalisés par divers cultes affiliés au roi écarlate. Fait intéressant, certains incorporaient des symboles gravés de la fondation SCP. Que pourrait signifier cela ? Kirk est retourné voir Dépêche, qui lui a finalement révélé la vérité sur la loi du sang. C'est la loi du roi écarlate. Elle est définie par la pauvreté, la violence, la famine, la haine et surtout la peur. Comme les serfs au Moyen-Âge, persécutés et soumis à la violence des nobles. Pour les enfants du roi écarlate, ce sentiment de douleur sacrée et de crainte est la seule façon de vivre. L'alternative, c'est la loi du béton qui signifie l'époque moderne définie par une sécurité vide et un confort illusoire. Des bâtiments, nourriture accessible, soins de santé, savoir et technologie. C'est tout ce que le roi écarlate méprise. Mais le mystère ne fit que s'épaissir lorsque Montauk découvrit des dossiers provenant d'un ancien agent de la fondation du nom d'agent de Beauvoir. Il a appris que le roi écarlate ne semblait pas exister avant la création de la fondation. Et en fait, il semblait que plus la fondation s'intéressait au roi écarlate, plus il devenait puissant. Comment cela pouvait-il être possible ? Sur le plan personnel, les choses devenaient plus étranges pour le docteur Montauk, pressé par Dépêche au sujet de la disparition de son frère. Et la procédure Montauk lors des entretiens. Petit à petit, cela commençait à lui peser. Les questions le tourmentaient toujours. Quelle était la loi du hurlement ? Qui ou quoi est vraiment le roi écarlate ? Comment est-il apparu ? La quête de Montauk le poussait à agir de plus en plus comme les enfants du roi écarlate, à fulminer contre les horreurs du monde moderne, à dire que nous vivons tous dans le mensonge, que la seule façon honnête de vivre est de souffrir sous la domination du roi écarlate. Cette philosophie est résumée dans les paroles d'une adepte du culte nommée Arya Dene Cartwright, qui a dit « Nous devons apprendre ce que c'est que de mourir, d'être asservi, vraiment, brutalement asservi, sans aucune compassion ni scrupule de la part de nos maîtres. Nous devons apprendre ce que c'est que d'être mené vers un but unique, de connaître et de comprendre vraiment notre absence de libre arbitre. Nous devons être soumis aux paroles des dieux et des ténèbres, les déchets ballottés par la tempête d'une race de fous. Nous devons tuer la modernité, la postmodernité, avec toutes ses analyses et ses observations moqueuses. Il n'y a qu'une seule règle, la règle du chaos pour l'humanité, pour la vie, pour le roi écarlate. En gros, chaque fois que l'humanité essaye d'exercer un contrôle sur le monde, le roi écarlate devient plus puissant.
Chaque fois qu'ils essayent de comprendre, d'organiser ou de catégoriser leur monde, le roi écarlate devient plus puissant. À mesure que les puissances coloniales et impériales conquéraient et envahissaient des terres comme l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Sud et soumettaient leurs croyances aux idées occidentales, le roi écarlate devenait plus puissant. Montauk commençait à vraiment comprendre la puissance de son ennemi ici. Et pire encore, il commençait à comprendre son propre rôle dans tout cela. Montauk, lentement rendu fou par les connaissances qu'il acquérait, King réalisa que le plus grand ennemi du roi écarlate, la fondation SCP, était aussi son plus grand atout. Chaque fois qu'ils essayèrent de comprendre le monstre, de lui donner une forme compréhensible, ils ne faisaient que le rendre plus puissant. Au même moment que la nouvelle révélation de Montauk, une fissure rouge apparut dans le mur de la cellule de confinement de Dépêche Spivak, un portail vers le royaume du roi écarlate. Le personnel ne pouvait pas entrer dans la cellule et Dépêche demanda un dernier entretien avec Montauk. N'ayant pas d'autre choix, la fondation céda. Lors de leur toute dernière conversation, Dépêche félicita Montauk d'avoir enfin compris à quoi il avait affaire. Le roi écarlate, lui dit Dépêche, est une idée, un concept. C'est un être qui tire sa puissance du conflit entre l'ancien et le nouveau. C'est la loi du hurlement. La rage sans fin du roi écarlate face à la direction que le monde et l'humanité ont prise. Le roi, selon Dépêche, détestait la conviction de la fondation que la science et la rationalité étaient la véritable voie du progrès. Le roi voyait cela comme une simple arrogance mesquine. La raison pour laquelle la procédure de Montauk sur la dernière épouse du roi écarlate était si efficace, c'est qu'elle ne venait pas de la science. Elle était née de la haine, de la douleur, du désir de vengeance. Et dans le royaume du roi écarlate, il n'y aurait rien d'autre. À moins que notre monde, et surtout la fondation, ne change de cap, l'ascension du roi écarlate vers le pouvoir absolu serait inévitable. Montauk, dont l'esprit était pratiquement perdu, posa une dernière question. Est-ce que les enfants ou le roi écarlate ont pris son frère Jacob ? Et Dépêche lui donna la réponse, non, et en réponse, Montauk lui tira dessus et le tua, mettant enfin un terme aux enfants du roi écarlate. À la lumière de ces nouvelles révélations, Montauk supplia le Conseil O5 de changer leur méthode afin d'éviter que le roi écarlate ne pénètre dans notre réalité. Ils ont refusé, jugeant les idées de Montauk trop radicales. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement ignorer la menace que représentait le roi écarlate. Ils allaient devoir prendre certaines mesures. Ainsi, le Conseil O5 de la Fondation SCP, le groupe le plus puissant et le plus secret du monde entier, afin d'empêcher la menace la plus dangereuse que l'humanité ait jamais connue de pénétrer dans notre réalité et de réduire en esclavage tous les habitants de la planète, a finalement agi. Ils ont changé la classification du roi écarlate de Keter à sauvegarde et ont rendu sa description dans les dossiers officiels de la Fondation volontairement vague. Le Conseil 05 pense que cela suffira à empêcher le pouvoir du roi écarlate de continuer à croître, mais Montauk savait que ce n'était pas suffisant. Il avait vu la vérité et il ne pouvait plus l'ignorer. Alors que la Fondation poursuivait ses activités normalement, Montauk en vint à les mépriser. Il savait que le roi écarlate arrivait. Il savait qu'on ne pouvait pas l'arrêter et que toute notre réalité n'était guère plus que des cibles faciles. Le docteur Robert Montauk n'est plus chercheur pour la Fondation SCP. Non, le docteur Robert Montauk a choisi une autre voie. Il est maintenant un enfant du roi écarlate, un adepte de la folie, de la haine et du chaos. Après tout, Nessénien, on ne peut pas vaincre le roi écarlate. Et comme le dit le vieil adage, si tu ne peux pas le battre, rejoins-le. Maintenant, allez regarder SCP-682, les méthodes de la Fondation pour tenter de tuer le reptile difficile à détruire, SCP-682 et SCP-4999, quelqu'un pour veiller sur nous, pour en savoir plus sur les entrées les plus étranges et mystérieuses de la base de données de la Fondation SCP.